au tout début, quand j'ai commencé à investir, j'ai fait l'erreur de télécharger l'application de mon trader, de mon courtier. Et du coup, j'avais investi $1000 juste pour tester, et je voyais, en 1 heure, j'ai perdu $5. C'est bon, c'est remonté, j'ai gagné $5. J'ai perdu 70 centimes. Et je me disais, au bout de 2 semaines, je me dis, mais ça a aucun sens. En fait, je m'en fous de ce que ça monte de $5, de $2. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On y va? T'appréhendes un peu ou ça va? T'es tranquille pour parler d'argent, toi? Un petit peu quand même. Ouais. Parce que je parle d'argent avec des amis, pas régulièrement, mais souvent. Mais c'est jamais enregistré, disons. Il n'y a jamais de micro. C'est ça. Ok, donc Julien? Oui. Tu m'as demandé de t'appeler Julien, c'est pas ton vrai prénom parce que tu souhaites être anonyme. Exact. Et tu m'as dit, si jamais il y a un employeur qui me retrouve, je préfère pas qu'on retrouve mon vrai prénom. Pourquoi? Parce que mon grand projet pour l'argent, c'est d'être indépendant financièrement assez tôt dans la vie, disons vers 40 ans. Et avec l'objectif, disons en 3 mots, d'être à la retraite à 40 ans, parce que j'aurai plus besoin de travailler, j'aurai assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours sans travailler. Et je me dis, si un employeur tape mon prénom sur Internet et tombe sur XXX, retraite à 40 ans, et que j'ai 37 ans et je cherche juste un dernier emploi pour X années, ouais. Ils disent, non, on veut pas lui. On veut quelqu'un qui veut travailler jusqu'à 65 ans. donc voilà, c'est okay. Julien. Bienvenue Julien en tout cas. Comme tu l'as dit, effectivement tu fais partie des gens qui ont embrassé ce mouvement qui s'appelle FIRE aux États-Unis, c'est ça, pour Financial Independence, donc indépendance financière, retire early, retraite précoce ou prendre sa retraite tôt, quoi. Alors c'est très intéressant parce que entre le moment où tu m'as écrit et le moment où on est là aujourd'hui à enregistrer, j'ai un autre invité qui n'est pas encore diffusé dans l'Histoire d'argent et qui le sera, j'imagine, avant toi. Okay. Je sais pas encore dans quel ordre je vais vous mettre, et qui lui est français. Toi tu vis au Québec. Au Québec, à Montréal, oui. Et on va en parler, mais en fait la philosophie FIRE vient avant tout des États-Unis et de l'Amérique du Nord, on va dire, avec leur système de retraite qui est complètement différente de la nôtre où nous on paye notre retraite par anticipation en finançant la retraite des retraités. Mm-hmm. Et donc Guillaume, donc puisqu'il s'appelle comme ça, lui a décidé est parti avec très peu de capital. Il en parle plus longuement, mais en gros, son frère avait un peu d'argent et ils ont décidé ensemble de monter une entreprise pour investir dans des biens locatifs. Okay. Ce qui fait que son objectif, c'est que, alors là je crois qu'il doit avoir 35 ans, c'est que d'ici quelques années il ait suffisamment de biens et en fait il s'occupe de ses biens pour finir par ne faire plus que ça et en tout cas c'est son objectif là actuel. Il le fait d'ailleurs en ce moment, et de faire en sorte de vivre de ses biens locatifs. Mais toi je crois que c'est un tout autre système. Moi c'est un peu différent, même si conceptuellement je pense que c'est la même chose. Du peu de recherche que j'ai fait sur le peu de gens qui adhèrent à la philosophie FIRE en France, c'est que le système fiscal fait que, de ma compréhension, et je donne pas de conseils ici, apparemment ça passe vraiment par l'immobilier en France, tandis que aux États-Unis, au Canada, ça peut aussi passer par l'immobilier, mais plus souvent
Et très facilement, ça passe par l'investissement en bourse. Ok. Et moi, ça m'intéresse pas d'être propriétaire, d'avoir des appartements à gérer ou juste à posséder. En tout cas, pas en ce moment dans ma vie. Donc, j'investis juste dans des indices sur la bourse qui représentent en gros l'économie mondiale. Mm-hmm. Donc, ça inclut aussi de l'immobilier. Mais donc, moi, je suis plus laisser faire. Je mets mon argent là-dedans et c'est tout. On va en parler un peu, mais en gros, si je me trompe pas, ta philosophie, c'est de se dire, ok, je gagne autant, je vais faire en sorte de vivre avec le moins d'argent possible, pour faire en sorte de placer le reste justement dans la bourse, c'est ça ? C'est ça. C'est dépenser moins qu'on gagne, épargner et investir la différence. Ok. C'est aussi simple et bête que ça. N'importe qui peut le faire. Du moment que tu vis pas au-dessus de tes moyens, tu peux le faire. C'est juste l'échelle de temps en fonction de quelle est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses qui va impacter, est-ce que tu prends ta retraite à un âge normal ou même dans des pays comme le Canada où si tu ne prends pas ta retraite, tu ne peux pas te permettre, tu n'auras pas assez d'argent pour ta retraite venu l'âge de 65 ans ou 70 ans, peu importe. Ou tu dépenses rien et tu gagnes des millions, dans 2 semaines, tu pourrais être à la retraite parce que ton argent suffit à tes besoins, entre guillemets. On va reparler de tout ça, mais en tout cas, merci pour cette mise en situation. Mais je voudrais qu'on reparle, bien sûr, t'imagines bien, de ta relation à l'argent et de comment t'en es arrivé là, et aussi de comment tes parents t'ont éduqué, entre guillemets, pour que tu puisses finir par arriver là où t'en es aujourd'hui. T'as 25 ans. Donc t'es au début de ta carrière en fait, t'es vraiment. C'est ça. Tu bosses depuis combien de temps ? Bientôt 4 ans. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme job ? Là, je travaille pour une grande institution financière au Québec et je suis dans leur équipe de planification stratégique pour le bancaire de toi et moi. C'est-à-dire pas le bancaire des entreprises, mais le bancaire carte de crédit, prêt pour acheter une auto, un compte en ligne, un crédit immobilier. En gros, planifier quelle va être la stratégie de cette institution sur ces différents produits pour mieux servir ses clients, pour être premier sur le marché. Ok, donc etc. En gros, tu travailles côté marketing, c'est ça ? Côté communication ? C'est pas vraiment marketing, nous, on appelle ça vraiment stratégie, c'est-à-dire on fait pas grand-chose, mis à part dire d'ici 5 ans... On fait pas grand-chose. Disons, on se spécialise pas dans le marketing, pas dans la finance, pas dans les opérations, mais vraiment dans la stratégie. D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi notre plan stratégique ? Plutôt de la prospective alors, c'est ça ? C'est ça, un peu. C'est ça. Okay. Avec un peu de revue de performance qui va avec, on s'était dit ça il y a 5 ans, comment est-ce qu'on réussit à mettre en place notre plan ? Ok. On va reparler de tout ça, mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Qu'est-ce qui te fait en premier ? Aujourd'hui, j'y ai réfléchi un peu, mais c'est un mélange de liberté et aussi temps. Bizarrement, j'attache, surtout avec le temps que j'ai passé à réfléchir à l'indépendance financière, j'y attache vraiment une valeur de temps temporelle en fait. Je me dis combien je gagne de l'heure, à quel âge est-ce que je serais libre de plus avoir à gagner de l'argent, ce genre de choses là. Ok. Donc, moi, il y a vraiment un aspect un peu temporel dans l'argent. Mais alors, t'es plutôt c'est plutôt du temps, mais dans le futur, c'est ça ? C'est plutôt une sorte de perspective du temps que tu vas t'acheter, c'est ça, entre guillemets, grâce à cette... Du temps que je vais m'acheter, mais aussi si je me dis acheter telle chose, j'ai dû travailler X heures pour gagner tant. Ok. C'est un peu comme ça que j'y pense. Je me dis attends, prendre un taxi pour aller de là à là, le taxi il me coûte 1 heure, mais il me fait gagner 10 minutes. Ça fait pas de sens. C'est nul. C'est plus, je fais pas ce calcul exactement, mais un peu la mentalité, cette mentalité-là. Ok. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que ton argent te permet de pouvoir t'acheter une sorte de futur, c'est ça, dans ta tête. C'est ça, de libérer un futur, de me donner plus de futur, oui, en effet. Est-ce que tu pourrais également me parler de ton premier souvenir concernant l'argent ? Alors, je suis pas certain si c'est mon premier souvenir, mais en y repensant, je pense que c'est un des souvenirs qui m'a peut-être le plus marqué. Mais je me souviens, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, 9 ans, j'en sais rien. Mais je me souviens, j'ai appris un jour
que mes parents payaient un prêt pour la maison. Et j'en avais aucune idée. Pour nous, c'était notre maison. Et un jour, j'ai appris qu'ils payaient un prêt. Et je l'ai appris parce que mon père m'avait dit « Ah, mais dans 5 ans, on aura fini de payer le prêt. » Et moi, je disais « Waouh, dans 5 ans, on va être riche !» Et 5 ans après, rien n'avait changé, quoi. Ils m'ont jamais dit quand ils avaient fini de payer le prêt. J'ai oublié c'était quand est-ce qu'ils allaient finir de le payer. C'est juste, j'imagine ils ont plus de crédit à payer sur leur maison aujourd'hui. Mais quand j'y repense à mon enfance, c'est le premier souvenir marquant que j'ai par rapport à l'argent. Qu'est-ce que ça te fait dire? Un jour, tu auras fini de payer ce que tu dois payer et tu pourras être riche. Mais donc, je pense que c'est inconsciemment probablement là qu'est engrainé ma motivation à économiser maintenant, payer maintenant, investir maintenant pour dans le futur l'avoir relax. Ok, parce qu'on est bien d'accord que là aujourd'hui, de ce fait-là, tout ton système repose aussi sur le fait de dépenser le moins d'argent possible. Alors oui, il y a dépenser le moins d'argent possible, mais ce qu'on dit souvent dans la communauté FIRE, c'est tu peux pas réduire tes dépenses à l'infini. C'est ça. Tu peux pas les limiter à l'infini. Par contre, ce que tu gagnes, ça, tu peux l'augmenter potentiellement jusqu'à l'infini. Donc oui, il y a un aspect réduire tes dépenses, mais techniquement, ce serait plus efficace d'augmenter tes revenus. Ok. Donc ça, c'est une partie aussi... Alors comment tu fais, toi, par exemple, pour te dire, ok, je vais augmenter mes revenus alors qu'en fait, t'es salarié? Sauf si t'as tous les ans une renégo, quoi, tu vois, mais entre-temps. Entre-temps, comment je fais? Quand je cherche un nouvel emploi, je cherche à négocier mon nouveau salaire. Okay. Quand on me contacte sur LinkedIn pour d'autres opportunités, je dis peut-être, mais c'est quoi les dollars? Et en fonction de ce qu'on me dit, si ça m'intéresse pas, je dis non. Si c'est 30% de plus que ce que je fais aujourd'hui, je dis pourquoi pas. Et si je suis proche d'une offre, je renégocie avec mon employeur actuel si elle m'intéresse moins que mon poste. Et c'est comme ça que récemment j'ai eu une augmentation de 15% parce que j'ai dit attendez, moi il y a quelqu'un d'autre qui me voudrait pour X% de plus. Pourquoi est-ce que moi je suis payé moins chez vous? Vous voulez me garder? Vous dites que vous m'aimez bien? Ils ont dit oui, payez-moi. Ça fait 4 ans que tu fais ce job, c'est ça? Ça fait 1 an et demi. Ah, 1 an et demi que tu es dans cette boîte? Que je suis dans ma dernière boîte, ma boîte actuelle, oui. Et donc, mais t'as changé J'ai changé une fois. J'ai eu un premier emploi en début 2019. Ok. J'y suis resté 2 ans et demi. Là, pour le coup, je n'avais pas essayé de négocier mon premier salaire. J'avais essayé de négocier mon deuxième stage. Ça n'avait pas marché. Et puis, comme j'avais qu'une seule offre d'emploi à la fin de l'université, je me suis dit, je vais le prendre. C'est mon premier emploi. Ils avaient juste oublié un 0 dans l'offre, dans le contrat. Je dis, je pense que vous avez oublié un 0 à mon salaire annuel. Oui, c'est mais c'est pas vraiment de la négociation. Mais donc voilà, négocier mon salaire, négocier, j'ai un bonus aussi qui est lié à ma performance, donc négocier, je veux une meilleure note de performance. Ça n'a pas encore marché, mais ça fait partie des plans. Là, négocier pour une promotion, pour être sur une échelle de salaire, pas juste avoir une promotion de titre, mais aussi une promotion qui vient avec une augmentation, un meilleur bonus, ce genre de choses-là. Okay. Donc, moi, ce que je recommande souvent aux gens, c'est si vous avez des opportunités ailleurs, n'hésitez pas à aller... en anglais, on dit aller à faire un leverage. Utiliser un levier, c'est ça? Un levier, c'est si là où je travaille, je gagne 1000, mais un compétiteur veut m'avoir pour 1200, soit va chez le compétiteur ou va même voir avec ton employeur actuel si tu mérites pas ce 1200, sinon tu vas partir ailleurs. Alors, je suis conscient que le marché de l'emploi est différent au Québec ou en France. De ce que j'ai compris, c'est un peu moins facile de faire ce que j'explique en France. Il y a des 3 mois de préavis. Moi, j'ai 2 semaines de préavis. Donc, si je veux partir, je peux partir, quoi. Donc, ça aide ma situation. Mais du coup, voilà mes conseils pour... Ok. Et ça, t'as la sensation que c'est cette éducation-là ou ce système de pensée-là, tu l'as acquis grâce à tes recherches sur le mouvement FIRE ou alors c'est venu avant? Je
Je pense pas que ce soit venu avant. Mes parents sont complètement contre tout ce que je raconte là. Ok, on va en parler. Hein. Ils étaient absolument contre tout ça. Un peu moins depuis que j'ai eu ces augmentations. Mais tu veux dire, ils étaient contre le fait que tu ailles négocier ? ouais. Oh non, il faut pas. On va te retirer, on va te virer, on va retirer ton emploi, on va te détester. Mais qui fait ça ? L'argent c'est sale. On va en parler. On va parler de papa et maman, pas plus tard que tout à l'heure. Vas-y. Mais voilà. Non, donc tu veux dire que tu as appris sur Internet, c'est ça, ou j'ai appris sur Internet, pardon, oui. Et j'ai aussi eu un cours de négociation à l'université que j'ai pris. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit à... En gros, notre prof disait, d'ailleurs, il était français, tout est négociable. Littéralement, tout est négociable. Et ça a vraiment résonné avec moi parce que j'ai habité 3 ans en Chine. C'est là que j'ai fait le lycée. Et là-bas, pour le coup, tout est négociable vraiment. Ouais. Dans la rue, t'as un vendeur de fruits, tu veux un ananas. Comme t'es pas local, on va dire c'est 20, alors qu'en fait c'est 2. Au final, tu l'achètes pour 4, mais tu négocies de 20 à 4. Tu vas te faire des costumes sur mesure pour vraiment pas cher. Tu négocies parce que tu baragouines en mandarin que ta tante va venir dans 2 semaines et si t'as un bon prix, tu vas l'amener faire des robes sur mesure ici. Donc là, c'est vraiment en Chine que j'ai d'abord appris à négocier, ce que je faisais jamais avant. Et puis à l'université, j'ai eu ce prof on avait un projet tout au long du semestre qui était négocier des choses dans la vraie vie. Et plus tu épargnes de dollars, plus tu auras une bonne note. Et le groupe qui avait épargné le plus de dollars à la fin du semestre avait un A, un 20 sur 20. Et quelqu'un disait, j'ai négocié que mon coloc paye pour Netflix. $10 par mois sur un an, ok, $120. Quelqu'un qui disait, moi j'ai négocié un stage, j'ai eu $2000 de salaire de plus. Voilà, $2000. Moi j'ai négocié avec mon fournisseur internet pour avoir une mensualité moins chère. Et ça m'a ouvert la tête. C'est là que j'avais une offre de stage à cette époque-là. J'ai essayé de négocier mon salaire de stagiaire parce que il y a des salaires pour les stages au Canada. Ça n'a pas marché. Là, on m'a dit, si tu veux mieux, va voir ailleurs. Nous, on paye aussi bien qu'ailleurs. Et j'avais pas envie de voir ailleurs à l'époque. Donc j'ai dit, ok, laisse tomber. Ok. Et tu regrettes aujourd'hui ou? Je regrette pas de pas avoir eu de meilleur salaire. Ça, je m'en fous. Est-ce que je regrette de pas être allé voir ailleurs? À une époque, oui. Aujourd'hui, plus trop. Ok. Parlons de tes parents. Oui. Comment tu t'es retrouvé à vivre, tu disais tout à l'heure en Chine par exemple? C'est mon père qui est fonctionnaire européen qui a eu un poste à Pékin. Ok. Et du coup, j'ai grandi à Bruxelles en Belgique, mais on a vécu 3 ans avec ma famille. D'accord. Avec ma famille à Pékin. Et ta mère, elle faisait quoi dans la vie? Elle avait un emploi à Bruxelles. Ok. Elle a dû démissionner pour venir avec nous à Pékin. À Pékin, elle n'a pas travaillé. Je crois que ça aurait été très compliqué. Mais et après, elle a retrouvé un emploi quand elle est rentrée à Bruxelles. D'accord, ok. Et donc, c'est quoi quelle a été ton éducation financière? Tu disais tes parents, ils étaient là, fais pas, l'argent c'est sale. Franchement, je pense pas avoir eu vraiment d'éducation financière au sein de la famille. Je suis très privilégié dans le sens que je viens d'une famille aisée. J'ai jamais eu à m'en faire pour l'argent. Quand il a été question d'études supérieures, j'ai vraiment eu beaucoup de choix. Je pouvais étudier à l'international. Les frais de scolarité étaient une question, mais pas trop. En 2 minutes, en gros, j'ai dit j'aimerais bien étudier aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, les frais de scolarité, c'est $50,000 US l'année. Mon père m'a dit tout de suite, pas les États-Unis, c'est trop cher. Il dit ok, l'Angleterre, le Canada. On a regardé les frais de scolarité. Là, c'était plus de l'ordre de $9,000 canadiens, donc 6 000 € par an au Canada et 9 000 livres en Angleterre. Les deux allaient. Mon père a dit ouais, mais si t'es pris aux 2, le Canada c'est mieux, c'est un peu moins cher. Mais bref, c'était par rapport à l'argent. Un petit peu. J'ai été accepté dans des universités dans les 2 pays. C'est juste au moment de choisir, mon père m'a incité à aller à Montréal en m'achetant des tickets pour aller voir Stromae à Montréal. Il m'a dit tiens, il y a ce concert au Centre Bell à Montréal en septembre.
t'as pas décidé, mais voilà, t'as 2 tickets. Waouh, c'est génial. T'as pas décidé, coup, mais voilà des tickets. Mais voilà. Et tu t'es senti libre à ce moment-là? Est-ce que tu t'es senti libre? Est-ce que tu t'es dit, ok, en fait, en vrai, j'ai envie d'aller en Angleterre. Reprends tes tickets. Moi, ça m'intéresse pas. Je serai pas là. Je serai pas là-bas. Je me suis pas senti forcé. Je me souviens plus exactement à l'époque de où j'en étais dans mon processus de choix, où j'allais aller pour étudier. Mais par exemple, c'est quand même génial son move. Putain. Pendant les vacances, je crois de mai ou de Pâques en terminale, il m'a pris un billet d'avion. On est allé en Angleterre une semaine visiter des universités. Ok. Et tout ça pour dire que en gros mon éducation financière c'est écoute, on prend soin de toi, te pose pas de questions sur l'argent autre que aller dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars aux États-Unis, ça c'est trop, ce que je peux absolument comprendre. Et je me suis pas senti genre vexé de oh putain, je vais pas pouvoir aller aux États-Unis. Je me dis pour moi ça fait du sens. Et donc mon éducation financière c'était ça aussi, c'était de dire tes frais de scolarité, tes dépenses de vie, tant que t'es étudiant, ne t'en fais pas, c'est pas de questions à te poser. Il m'envoyait de l'argent avant même que je dise mon compte est vide. Ouais. Genre il avait une idée, il savait c'était combien les frais de scolarité, c'était combien le loyer, et donc il savait que là il doit plus que me rester quelques 1000 ou 2000 dollars sur mon compte, donc il me renvoyait un virement. Ok. Quand j'ai fait des stages plus tard dans mes études, pour mon dernier semestre, j'avais bien gagné ma vie pendant le stage et j'avais rien dépensé parce que je travaillais des heures de malade. Et j'avais dit, pour le dernier semestre, t'as plus besoin de m'envoyer quoi que ce soit. J'ai carrément l'argent pour mon loyer, pour mes frais de scolarité, pour tout. Et mais non, t'es étudiant. Ça, c'est pas à toi de le payer. C'est pas à toi de le payer. Donc voilà. T'as mis ces sous-là de côté pour toi, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Mais le fait que t'ailles lui dire, en fait, moi, je peux tout payer, il y avait aussi une forme d'envie d'indépendance par rapport à eux, tu crois, à ce moment-là? Ou c'était plutôt pour dire, écoute, si ça peut te soulager, c'est cool? C'était ni l'un ni l'autre, je pense. C'était plus, t'en as pas besoin, quoi. Tu fais quelque chose pour m'aider, sauf que t'as plus besoin de m'aider, en fait. Okay. Et j'avais pas un besoin ou une envie d'être indépendant financièrement. Et encore aujourd'hui, quand je vais le voir, il veut tout payer. Ouais. D'un côté, je comprends. Je pense qu'il a bien réussi dans la vie. Il veut en faire profiter ses enfants, en profiter avec ses enfants. Voilà. Ok. Tu disais tout à l'heure qu'ils étaient contre le fait que tu ailles négocier, etc. Parce que l'argent c'est sale. Je me demandais un petit peu d'où ça leur vient. J'ai dit c'est parce que l'argent c'est sale, mais ils m'ont jamais dit l'argent c'est sale. Eux, leur mentalité c'était plus. Souvent les parents disent jamais l'argent c'est sale. Hein. Ah ouais. Ils le pensent très bas. C'est plutôt la façon dont ils le gèrent et les choses qu'ils projettent dessus. Il y a très peu de gens qui vont dire que l'argent c'est sale. C'est vrai. De le verbaliser aussi clairement, quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais eux, c'était plus dans l'optique de dire si tu fais miroiter, si tu montres à ton employeur que t'es là pour l'argent, tu vas avoir une mauvaise réputation. Tu travailles pas pour l'argent, tu travailles pour travailler, je sais pas. Aussi, okay. Mes parents ont en général travaillé tout le temps au même endroit, donc il y avait aussi ce truc de mais attends, tu négocies en menaçant d'aller ailleurs, mais tu peux pas faire ça. On va te détester. Clairement, on m'a pas détesté. Mais ton père est fonctionnaire aussi, donc j'imagine qu'il y a une forme de, on te fout sur des rails. Alors même si c'est pas aussi simple que ça, mais il y a un truc vraiment de, voilà, en fait, ton chemin il est tout tracé, alors que toi t'as potentiellement 1000 branches. Alors bien sûr, on peut sortir de la fonction publique. Je sais pas trop comment ça marche au niveau européen, mais je sais par exemple en France que c'est pas si évident que ça de sortir de la fonction publique. Ouais. Ils te laissent pas partir. 12 mois de préavis. je t'avoue que je sais pas, mais je sais par exemple que pour les profs par exemple, sortir de l'éducation nationale, c'est un délire. Tu peux pas, c'est très très compliqué. Tu peux pas dire moi je voudrais partir, je voudrais démissionner, quoi. C'est pas simple. Ok. Bon. Oui, la liberté. En fait, en gros, c'est pour les profs, ils ont une forme de sécurité de l'emploi. Enfin, ils ont une sécurité de l'emploi, en fait. Tu vois, globalement, ils sont à peu près sûrs sauf cataclysme, tu vois,
de pouvoir avoir leur métier jusqu'à la fin de leur carrière. En échange de ça, cette sécurité, on t'enlève un peu de liberté, quoi. Mhm. Normal. Je sais pas si c'est normal, mais C'est un choix. c'est un choix. Il faut en être conscient. Oui. Donc toi, tes parents, pour eux, c'était plutôt une forme de attention. En fait, si tu viens demander de l'argent, ou en tout cas, si tu montres que c'est ton moteur, ça peut être mal vu, quoi. Ouais, ça va se retourner contre toi. Ça va pas marcher, ça va se retourner contre toi. Tu parles que d'argent. C'est pas si important que ça. Vis un peu. On en reparlera, mais c'est intéressant comme. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc étonnant dans le mouvement FIRE de s'empêcher, entre guillemets, de profiter de la vie sur le moment présent pour économiser un maximum de sous. Tu vas me dire si c'est le cas ou pas pour toi, au nom d'un futur qui est hypothétique, quoi. C'est vrai. C'est un vrai truc. Donc tes parents, mais tu crois qu'il y a aussi une forme de peur derrière tout ça? Il y a une peur de leur part par rapport au fait qu'on te voit, qu'on te perçoive comme étant motivé ou ayant comme moteur l'argent? Je pense que oui, il y en a une. Après, je pense que la peur, c'était peut-être plus la peur de l'inconnu. Dire, pas tout le monde fait ça. Sois pas différent. Ça marche pour les autres, ça va marcher pour toi. Si tu fais un salaire normal, quoi, t'as pas besoin d'aller chercher plus d'augmentation. J'en avais pas besoin. Je faisais des bons salaires de base, ça me suffisait. Là, c'est vraiment juste, c'est de l'optimisation. Je vais travailler pareil, mais paye-moi plus. Sinon, je vais travailler ailleurs. Et au final, ils disaient, tu pourrais vivre avec ce que t'as, et je vivais avec ce que j'avais sans souci. J'épargnais beaucoup déjà. Et du coup, moi, c'était juste de l'optimisation. Moi, je suis très optimisateur dans ma vie. Moins. Et du coup, ils me disaient, mais t'as pas besoin d'optimiser. On va en parler un peu. Comment t'as découvert le mouvement FIRE? À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, en 2019, comme je te disais, j'avais des sous de côté de mon dernier stage. Pour mon dernier semestre, mes parents avaient continué à m'envoyer de l'argent, donc j'avais pas mal de sous de côté. Et au bout de quelques mois de travail, je voyais juste l'argent qui s'accumulait dans mon compte chèque. Et ayant étudié dans une école de commerce au Canada, je savais qu'il faut pas garder son argent. Je dis compte chèque, je sais pas si on dit compte chèque ici, mais courant en France. Ouais. Dans un compte courant. Et rapidement, j'avais de souvenirs, au bout de 2-3 mois de travail, j'avais $18 000 dans mon compte courant. Et je savais qu'il fallait pas le laisser là. Il faisait rien. Il était inactif, cet argent. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? J'avais aussi eu des cours de fiscalité, donc je savais qu'il y avait différents, entre guillemets, comptes avantageux fiscalement au Canada. J'étais conscient de ça, mais je savais pas comment y accéder, comment investir cet argent. Et c'est à ce moment-là que je me suis renseigné sur Internet. J'ai fait des recherches. J'ai acheté un livre sur les finances personnelles qui s'avérait être... c'est le coiffeur millionnaire à 35 ans, quelque chose comme ça, ou le professeur millionnaire à 35 ans. Et c'était un Américain de New York qui disait que sur un salaire de prof, il était millionnaire à 35 ans et il avait pris sa retraite à 35 ans. Et il expliquait les bases de la finance personnelle et les bases de la culture FIRE. C'est là que je me dis, ok, je vais ouvrir un compte chez un broker en ligne, en gros une plateforme de courtage en français. Et investir ça dans des indices de marché. Les indices de marché, en gros, c'est tu achètes une action d'un fonds et ce fonds, il investit dans ce que tu choisis. Et moi, j'ai choisi d'investir dans l'économie du monde. En gros, X% Canada, X% États-Unis, X% Europe, X% en pays en développement, X% en équité, donc des actions versus de la dette. Les actions, en général, sont plus risquées que la dette. En fonction de ta tolérance au risque, tu balances. Moi, j'ai pris 80% équité, 20% dette. Donc, c'est relativement risqué. C'est plutôt risqué, ouais. Mais moi, c'est de l'argent que j'investissais pour dans 15, 20, 25 ans pour la retraite. Oui. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai découvert un subreddit, le subreddit FIRE, FIRE, qui parle de ça. J'ai découvert plus tard des blogueurs. Attends, si vous connaissez pas Reddit, Reddit c'est une sorte d'immense forum qui est
pas trop populaires en France, mais ultra connus aux États-Unis, qui rassemblent toutes sortes de gens sur toutes sortes de sujets. Effectivement, il y a ce qu'ils appellent des subreddits qui sont vraiment dédiés à un sujet en particulier. Donc toi, t'es tombé sur le Fire, quoi. Et c'est des forums sur chaque sujet. Tu peux avoir un forum sur le Paris Saint-Germain, un forum sur la Ligue 1, un forum sur la Formule 1, un forum sur Fire, un forum sur sur des séries. C'est ça. Tout est possible. Ouais. Ok. Exact. Et après, j'ai découvert des blogueurs, dont Mr. Money Mustache. Ah, le fameux Mr. Money Mustache, oui. Ça, je l'ai découvert un peu plus tard, mais lui, il m'a vraiment retourné la tête. Ouais. Lui, je recommande d'y passer un tour. Qu'est-ce qui t'a appris, Mr. Money Mustache? Qui, en gros, si je me trompe pas, l'un des précurseurs du sujet, ou en tout cas le précurseur sur la vulgarisation du mouvement Fire. Et il y a aussi Mad Scientist, c'est ça, aux US, je crois. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Lui, je pense, en gros, c'est un des plus populaires probablement. Et en gros, juste, il écrit assez bien, et il applique la mentalité Fire à énormément de choses, à la cuisine. Qu'est-ce que tu cuisines? Comment tu cuisines? C'est lui qui a fait que pendant 1 an et demi, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur, et je me coiffais moi-même avec une tondeuse. Bon, ça a pas duré. Là, j'ai remarqué que j'allais payer un coiffeur toutes les 6-7 semaines. Mais c'est lui qui m'a fait acheter ça, par exemple. Je sais pas, par exemple, acheter un rasoir avec 5 lames. Les lames coûtent super cher de Gillette. Et bah non, je vais acheter un rasoir avec une lame je sais pas c'est quoi le matériel, en inox ou en acier. Ouais. C'est un rasoir, une lame, et mes lames, elles me coûtent $3 pour 2 ans de rasage, quoi. Ouais. Plutôt que d'acheter des Gillettes à je sais pas combien tous les 2 mois. Et ça m'a conforté à l'époque dans ce que je faisais. En parallèle, souvent on a des petits fichiers Excel où en gros tu modélises où tu en es et où tu vas. En gros, si je continue sur ma trajectoire, en fonction de quelques hypothèses, à quel moment j'aurai combien d'argent. Et en gros, pour ceux qui savent pas, la grande règle de Fire, c'est la règle des 4%. Et la règle des 4% dit que tu peux vivre en perpétuité, à peu près, de ton capital investi. C'est-à-dire, si tu as 100 d'investis, tu peux vivre en perpétuité avec 4. Bon, si tu as 100 €, tu vas pas aller très loin. Oui. Mais si tu as 1 million d'euros de capital investi, tu pourrais vivre en perpétuité avec 40 000 € par an. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça, c'est la grande règle de 3. Et donc, pour les gens qui veulent Fire, on leur demande « What's your number ?» C'est quoi ton chiffre? On dit « Moi, je prendrai ma retraite quand j'aurai X millions, quand j'aurai 1 million, parce que j'ai besoin de 40 000 par an pour vivre, ou je veux 100 000 par an pour vivre, ça fait 2,5 millions. » Donc au final, tu joues avec ça, tu dis avec combien? J'ai besoin de combien pour vivre? J'ai envie d'avoir... Combien me suffit pour vivre, être heureux et ne plus avoir à travailler? Et après, tu fais tes petites modélisations. J'économise tant par mois. Je pense que ce que j'économise va peut-être augmenter dans le futur, ou peut-être diminuer pour si j'ai des enfants, si je vais acheter un bien et avoir une hypothèque à payer. Et je m'amusais avec mon Excel à faire mes projections. Ok. Et tout ça. Donc alors parlons de ton cas, si tu veux bien. Oui. Tu gagnes combien de sous aujourd'hui par an? Aujourd'hui, je gagne en brut. Ça, je trouve que c'est très compliqué. Ouais. Quand j'écoute Histoire d'argent, je dis mais personne précise de quoi il parle. Je sais pas. Il parle de net, mais c'est quoi le brut? Moi, souvent je demande pas. Ok, parfois. Même si tu demandes, les gens ils savent pas. Ils disent, oui. Et quelqu'un disait moi je voulais faire 2 000 € par mois. Mais c'est quoi? C'est du net, c'est du brut. C'est après impôt, avant impôt. Mais bref, moi je gagne en gros un peu plus de 90 000 $ bruts par an, plus un bonus de 8 à 12% en fonction de ma performance. Et en euros, je suis désolé, je vais sortir mon téléphone pour faire la conversion. Pendant longtemps, le taux de change était à 1,5, donc c'était relativement facile. Donc 90 000 $, ça fait 60 000 € bruts. Mais maintenant, il est passé à 1,32 récemment. Mais donc bref, ça fait un peu moins de 70 000 € bruts par an. Et en net, ça fait moins, ça fait à peu près pareil que si tu faisais 90 000 à peu près pareil que si tu faisais 60 000, 65 000 € bruts. J'ai fait le calcul tout à l'heure, je suis désolé, j'aurais dû le noter. C'est ça, t'as 25% de charge
Alors, il n'y a pas de charge au Canada, ouais, mais moi, je touche 70% de mon brut, 69% de mon brut. Ok. J'ai le chiffre de tête parce que j'ai calculé ces derniers jours pour pouvoir en parler, sinon je le saurais pas. Mais donc, donc je pense que je fais un peu moins de 50 000 euros net, mais ici, tout le monde parle par mois. De souvenir, je fais à peu près 3 500 euros net par mois. Sans compter le bonus que j'ai une fois par an. Qui est l'équivalent d'un 13e mois, disons. D'accord. Donc, en gros, ça te fait entre 3000 et 3500 euros par mois. C'est ça. Que tu gagnes dans ta poche à la fin du mois à chaque fois. Et sur ces 3500 euros, tu places aujourd'hui combien? Alors, je vais hésiter parce que récemment, comme je te disais, on a acheté un appartement avec ma copine à Montréal. Ça, j'imagine que ça vient retarder, entre guillemets, ton FIRE. Pas forcément. Ça dépend de... Oui, parce que j'imagine que tu louais un truc et qu'en fait, plutôt que de le louer, tu vas investir dans ton crédit, c'est ça? C'est ça. Mais j'aurais... De base, je pense que j'aurais voulu être propriétaire de toute façon. C'était juste difficile à modéliser dans mon Excel. Donc, oui, peut-être que ça le retarde parce que techniquement, entre le bien qu'on louait et le bien qu'on a acheté, c'est vraiment une amélioration. On a 2 fois la surface, c'est rénové, c'est... du coup, oui, tu pourrais dire que ça retarde mon FIRE, mais c'est parce que... Je veux dire, vous n'avez pas le même loyer que le crédit que tu payes. Enfin, vous n'aviez pas le même loyer que le crédit que tu payes aujourd'hui. Ok. Non, là, c'est x3. Ah oui, ok. Ouais. Mais on avait un loyer incroyable. En gros, un loyer... Les locataires sont très protégés au Québec, un peu comme en France, je pense. Et tu ne peux pas augmenter le loyer n'importe comment au Québec. Et nous, la manière dont on a eu cet appartement, c'est ce qu'on appelle un transfert de bail. C'est-à-dire que notre ami nous a transféré son bail et le bien n'a pas été remis sur le marché. Et en fait, les loyers s'ajustent quand ils sont remis au marché. Et nous, notre ami, il y avait été 4 ans et lui-même, je pense qu'il avait eu un transfert de bail. Et en plus, il avait eu un propriétaire qui s'en foutait un peu. Donc, en gros, nous, on payait de 2018 à 2022 des loyers de 2004 à 2008, quoi, à peu près. Et entre-temps, on payait en gros la moitié du loyer du marché. Dû payer, normalement. Ok, d'accord. Oui, donc ça vous a permis aussi de pouvoir économiser un peu pendant tout ce temps-là. Ok, d'accord. Et donc, je te parlais, aujourd'hui, J'économise combien ? Avant le crédit, c'était environ 60% de mon net. Après, ce que je dis pas, tu remettais que j'investissais. Que t'investissais, ouais. Ce que je dis pas, c'est que aussi avec mon emploi actuel, j'ai une pension, j'ai un régime de pension, et au Québec, c'est très rare. En gros, il faut être employé du gouvernement, il faut être fonctionnaire ou travailler pour ma boîte, parce que plus aucune entreprise n'a de régime de pension. Quand je parle de régime de pension, c'est un régime qui dit si tu prends ta retraite à 62 ans, tu auras 2% de ton salaire en pension par année de service. En gros. Mais l'énorme majorité des gens en Amérique du Nord, en fait dans les pays anglo-saxons, je pense, on leur dit ta retraite, c'est ta retraite, c'est à toi d'épargner pendant tes années de travail. Et tu épargnes toute ta vie toi-même pour ta retraite. C'est pas prélevé de ton chèque de paye, et c'est ta responsabilité en gros. C'est toi qui épargnes pour ta retraite. Mis à part, au Canada, il y a des petits prélèvements pour en gros un filet de sécurité sociale pour la retraite, la sécurité grand âge, old age security en anglais. Je sais pas comment on dit en français, mais donc bref, moi à mon emploi actuel depuis 1 an et demi, sont prélevés à peu près 8 à 10% de mon brut pour aller dans un régime de pension. Donc ça aussi, pour moi, ça rentre pas dans mon net parce que je le touche pas, mais pour moi aussi, aujourd'hui, c'est de l'épargne. Oui, qui va finir par te tomber, enfin, en tout cas, j'espère pour toi. C'est de l'argent qui m'appartient, en fait. Si je pars n'importe quel âge, je peux décider de dire, il y a des équations qui disent, donnez-moi l'argent qui m'est dû. Je toucherai pas ma retraite, mais je toucherai une somme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec mon crédit immobilier, la manière dont j'essaie de le calculer, c'est je sais qu'une partie de mon crédit, c'est de l'intérêt, et une partie, c'est du capital. Donc,
j'essaierais d'inclure le capital que je rembourse dans de l'épargne. Mais aujourd'hui, je saurais pas te dire exactement c'est quoi le pourcentage, mais ça m'étonnerait pas que ce soit toujours proche de 50% d'argent qui vient augmenter ce que j'appelle ma valeur nette. Okay. La net worth. Ça fait bizarre après avoir écouté ton podcast, je me dis, mais c'est pas ma valeur, cet argent. Mais en anglais, c'est ta net worth. C'est ce que tu vaux. Mais c'est pas ce que je vaux, c'est juste l'argent que j'ai. C'est juste mon capital. Mais c'est marrant ce qu'on projette sur l'argent, hein. De toute façon, c'est... Ok. Et pour l'instant, t'as économisé combien, là, en l'espace de 4 ans? Tu me disais près de $200 000, c'est ça? Oui. C'était près de $200 000 au début de l'année. Après, pour ceux qui suivent les marchés boursiers, j'allais t'en parler, mais ils ont beaucoup baissé. Mais aujourd'hui, techniquement, avec l'achat de l'appartement, comme je disais tout à l'heure, je suis très privilégié. Mes parents m'ont beaucoup aidé pour l'achat de cet appartement. Ils m'ont tous les deux donné 50 000 €. Ah oui. Voilà. Merci papa, merci maman. C'est très gentil. Merci Bourdieu, hein, finalement. Merci. Et donc aujourd'hui, quand je fais tous les mois, à la fin du mois, ma valeur nette, je suis à un peu plus de 300 000 $ canadiens. Donc on parle de un peu moins de 250 000 € d'épargne. Là-dedans, j'inclus ce que j'appelle l'équité que j'ai dans mon appartement. Je sais pas si on dit équité. Non, c'est non, c'est le crédit, c'est les intérêts, c'est ça? En gros, mon équité, c'est la valeur de mon appartement moins le prêt. C'est-à-dire, oui. Moi, je possède 200 000 $ de mon appartement. Oui. Parce que, en fait, je possède l'appartement qu'on a acheté 465 000 $. Okay. Mais on a pris un prêt de 265 000 $. Ok. Et donc, on a la différence, c'est ce qu'on appelle, nous on appelle ça l'équité. Je t'avoue que j'ai pas le terme, désolé pour tous les gens qui nous écoutent et qui travaillent en banque et tout, mais j'ai plus le terme exact, mais en gros, c'est la part qui te reste à rembourser, quoi. Nous, c'est l'inverse. Non, c'est la part qui te reste non, c'est la part que tu as remboursée. C'est la part que tu possèdes. Exact. Pardon. C'est la part sur laquelle plus personne n'a droit autre que toi. Vous avez compris pourquoi je ne veux pas faire un podcast technique sur l'argent, c'est que moi-même non mais t'excuses pas parce qu'en fait c'est trop intéressant, mais c'est juste effectivement je me vois pas faire ce genre de podcast. Je trouve que c'est à la fois canon parce que c'est bien de le faire là parce que t'expliques aussi le système, mais moi-même je m'embrouille parce que je crois que c'est aussi ma propre limite en rapport avec les chiffres et c'est parfois compliqué. Mais je pense pas que ce soit une raison de pas s'y intéresser. Je suis très d'accord avec ça. Il faut prendre le temps de comprendre. En anglais, on dit financial literacy, littérature financière. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Il faut être éduqué financièrement. Ouais. Quoi. Si tu comprends pas les règles du jeu, et les règles du jeu, c'est l'argent et le médium d'échange. Si tu comprends pas ces règles-là, tu risques de te faire avoir. Donc faut juste faire attention. Ouais, c'est sûr. Donc globalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es plus ou moins à un tiers d'arriver à 1 million, c'est ça? 1 million de dollars. C'est ça. Mais en sachant que, si j'ai bien compris, là, ça va se ralentir un peu. En tout cas, ton plan peut-être est un peu ralenti par tes intérêts, enfin par mon crédit, ton achat immobilier, oui. Pas forcément. La manière dont j'y pense, c'est ce que je paye en crédit immobilier avec ma copine chaque mois. Environ la moitié c'est de l'intérêt et la moitié c'est du capital. Et en gros, si je dis le capital c'est de l'épargne et l'intérêt c'est l'équivalent d'un loyer. Ah ok. Oui, tu le penses comme ça aussi. Je le pense comme ça et ça fait que je suis à peu près au même endroit. La grosse différence en gros c'est l'aide de mes parents et j'avais de l'argent investi en bourse. Maintenant, une partie de cet argent, au lieu d'être investi en bourse, il est investi, entre guillemets, il est coincé dans mon appartement. Tu t'as récupéré une partie de cet argent J'ai vendu pour la première fois de ma vie une partie de mes investissements pour venir nourrir mon apport, ma mise de fonds sur l'appartement. Et tu pars du principe que cet appartement, finalement, fait aussi partie de ton patrimoine et donc il n'y a pas que le fait d'avoir mis de l'argent dans la bourse qui fait partie de ton patrimoine global. Il fait partie de mon patrimoine. Après, quand on a fait ce choix d'acheter un appartement, pour moi, c'est pas un investissement dans le sens où je veux en vivre. Pour moi, c'est une dépense de consommation
plus qu'un investissement qui va me rapporter. Pour moi, c'est juste un moment où on voulait avoir un meilleur appart. Ok. On a eu un coup de cœur sur un appart et on l'a acheté et on s'y voit y vivre plusieurs années sans souci. Pour moi, l'un des clichés qu'on a justement à propos du mouvement FIRE, c'est vraiment l'idée que les gens vivent chichement, en fait, tu vois, et qu'ils se font pas vraiment plaisir, etc. Mais ce que tu es en train de dire aussi, c'est que toi, tu as acheté un appartement à Montréal, dans Montréal, qui t'a, j'imagine, coûté cher. Alors certes, t'as eu l'aide de tes parents, t'es avec ta copine aussi, mais t'es pas parti t'exporter ou parti vivre au milieu de la forêt pour pouvoir payer moins cher, quoi. En effet. Mais en effet, il y a ce cliché sur les gens qui dépensent moins qu'ils en gagnent et veulent être à la retraite tôt. Mais un truc marrant que j'ai appris sur le FIRE, c'est un spectre, en fait. Comme je te disais au début, le concept, il est tout simple. C'est dépenser moins que tu gagnes, économiser la différence. Et après, il y a tout un spectre. Si ça se trouve, tu vas vraiment rien dépenser et tu vas vivre ultra chichement pour prendre ta retraite ultra tôt, si tu gagnes suffisamment d'argent. Mais en gros, le spectre, si on le divise en 3, il y a le FIRE au milieu. Ça veut dire prendre ta retraite tôt et vivre un style de vie, disons, classe moyenne. Tu vis pas comme un riche de malade, tu vis pas comme un pauvre, tu vis classe moyenne. Il y a ce qu'ils appellent le lean FIRE, qu'on traduirait par, en gros, indépendance financière maigre. Et ça veut dire, tu vis chichement, comme tu dis. Tu vis avec moins. Mais ça, ces gens qui font ce choix-là, c'est parce que soit, ils veulent vraiment pas travailler longtemps, ou, ils gagnent pas beaucoup, et donc, c'est la seule chose qu'ils pourraient atteindre avec leurs moyens. Et après, l'autre bout du spectre, c'est le fat FIRE, l'indépendance financière grasse ou grosse. Et ça, c'est des gens qui, eux, disent, moi, je veux prendre ma retraite quand j'aurai 10 millions de dollars investis, et avec ça, je vais vivre en perpétuité avec 400 000 dollars par an. C'est pas vivre chichement. Après, ces gens-là, ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, mais voilà, juste pour expliquer qu'il y a un spectre, et tu peux te trouver à un bout du spectre comme à un autre. Forcément, il y a plus de gens dans le style classe moyenne ou FIRE maigre que des multimillionnaires bien sûr. qui ont 10 millions d'épargne. Et alors, comment tu as vécu, toi, la chute de ces marchés financiers, là, en début d'année, où, tu vois, je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Balthazar, que j'ai sorti il y a quelques mois, où Balthazar raconte qu'il avait des BSPCE, qu'il avait des stock options, en fait, tu vois, qu'il a activé, qu'il a fini par activer, et qui jouait un peu, en fait, il devenait obsédé par la valeur de ces stock options qui baissaient, qui montaient, et en fait, ça finissait par impacter son propre moral. Est-ce que toi, de ton côté, tu t'es dit, en fait, cet argent-là, il est là pour un moment et c'est pas grave, en fait, ça va fluctuer dans le temps, ou alors tous les matins, tu te levais et tu t'arrachais les cheveux Alors, c'est clairement un risque pour n'importe qui investit de l'argent de voir la valeur baisser. Ça fait jamais plaisir. Et moi, en gros, ce qui m'a permis de me détacher de ça, c'est au tout début, quand j'ai commencé à investir, j'ai fait l'erreur de télécharger l'application de mon trader, de mon courtier. Et du coup, j'avais investi 1 000 $ juste pour tester, et je voyais, en 1 heure, j'ai perdu 5 $. C'est bon, c'est remonté, j'ai gagné 5 $. J'ai perdu 70 centimes. Et je me disais, au bout de 2 semaines, je dis, mais ça a aucun sens. En fait, je m'en fous de ce que ça monte de 5 $, de 2 $. Et surtout, comme j'investis chaque fois que je touche ma paye, et moi, c'est pas tous les mois, c'est toutes les 2 semaines. Un jeudi sur 2, j'ai ma paye. J'investis toutes les 2 semaines. Et la différence avec Balthazar, et je peux comprendre sa difficulté, c'est que lui, de ma compréhension, c'était une grosse décision. Exactement. Quand est-ce que tu vends ou quand est-ce que tu exerces tes options? Moi, c'est une décision que je fais toutes les 2 semaines. C'est comme, c'est quoi une décision que tu fais toutes les 2 semaines? C'est acheter des œufs. Tu t'en fous si le prix non, tu t'en fous pas, mais t'achètes tes œufs. T'en as besoin toutes les 2 semaines, t'achètes des œufs. Moi, j'achète des indices de marché toutes les 2 semaines. Et en fait, là, ce qu'il faut se dire quand les prix baissent, c'est que tu achètes pour moins cher.
apparemment Warren Buffett, c'est pas de source sûre, mais j'ai lu ça sur Internet. Warren Buffett, il dit, c'est un grand investisseur aux États-Unis qui a des centaines de milliards de dollars. Lui dit, si le prix de ton burger préféré au resto baisse, tu es content ou tu es pas content? T'es content. Ton burger préféré coûte moins cher. Si ton burger préféré augmente en prix, t'es content ou t'es pas content? Ah bah t'es pas content, il te coûte plus cher. Bah c'est pareil avec les actions. Si les actions te coûtent moins cher, t'es content ou t'es pas content? Bah t'es content, elles te coûtent moins cher. Tu investis à rabais, c'est comme si c'était les soldes. Moi, comme l'argent que j'investis, j'en ai pas besoin pour un bon 10, 15, 20 ans. Bah je m'en fous en fait que le prix baisse. C'est moi disons je mets $1000, j'envoie $1000 toutes les 2 semaines. Bah avec $1000, avant j'achetais 25 actions, aujourd'hui j'en achète 30, disons. Et donc, de ce côté-là, ça fait plaisir. Par contre, c'est sûr, par exemple, quand la pandémie a démarré, en mars 2020, là, du jour au lendemain, j'ai perdu 25% de ma valeur nette. Là, quand j'ai fait mon Excel à la fin du mois, ça n'a pas fait plaisir. Et c'est là que j'ai compris que ça m'a donné une leçon. Moi, ça faisait un peu moins de 2 ans que j'investissais et ça avait que monté depuis que j'avais commencé à investir. Je me disais, je suis le roi du monde, j'investis, ça augmente. D'un coup, boum, moins 25%, je me dis, putain, ça fait mal. Mais c'est là que je me suis rendu compte, ma valeur est pas reliée à ça. J'étais heureux quand, à la fin du mois, ma valeur nette avait beaucoup augmenté. J'étais triste quand elle avait descendu. Je dis, j'ai fait les mauvaises décisions. Mais non, c'est pas ça. J'ai continué à investir et il faut pas se dire acheter quand ça va bien et vendre quand ça va mal. Ça, c'est la pire erreur à faire. On dit buy low, sell high. Achète quand c'est bas, vends quand c'est haut. Après, bon, je donne cette leçon, mais moi, quand j'ai vendu des actions en juillet pour financer mon apport, là, j'ai vendu une partie de mes actions à perte. Mais bon, au final, c'est pas bien grave. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Ok. C'est pas grave, c'est la vie. Ah ouais, non, mais des fois, tu t'arrives pour les soldes, tu trouves ton pull préféré, des fois, tu le trouves pas. Mais t'as l'air hyper détendu par rapport à ça, alors que toi-même, tu disais que c'est ouf parce que t'as cette fameuse expression de net worth qui finit par définir ta valeur. Et en fait, quand t'es en train de dire, OK, j'ai perdu de l'argent, ça veut dire aussi que ta valeur à toi. Alors, j'entends bien que c'est pas ta valeur, mais justement, t'as une projection de c'est ma valeur qui a baissé, quoi. Oui. Après, la facilité que j'ai par rapport, par exemple, à Balthazar, c'est que moi, c'est pour le futur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mon salaire aujourd'hui, j'ai toujours mon emploi. Je m'en fous un peu de la valeur aujourd'hui de mes investissements. Le jour où elle va être importante, cette valeur-là, c'est quand j'aurai plus de revenus d'emploi, quand je vendrai chaque année à peu près 4% de mes investissements pour vivre ma vie pour avec cette. C'est là que moi je disais la règle de 3, c'est 4%, 1/25e de tes investissements, ça te permet de vivre. Mais il y a des gens qui sont qui n'aiment pas le risque, qui veulent réduire le risque de devoir retrouver un emploi à un moment après avoir pris leur retraite, disons à 40 ans. Il y a des gens qui disent, moi je vais pas me baser sur 4%, moi je vais me baser sur 3%. Parce que on sait jamais, si ça se trouve, il va y avoir une grosse crise financière et mes actions vont pas valoir grand chose pendant longtemps. Et donc en gros, ils changent combien d'argent ils ont besoin pour financer leur style de vie. Au lieu d'avoir besoin de 1 million pour 40 000 par an, ils auront besoin d'un peu plus. Ok. Donc il y a toutes ces variables-là. Et t'as confiance aujourd'hui dans le système, tu vois, par rapport aux énormes crashs qu'il y a pu y avoir en 2008, etc. Toi, t'es vraiment dans une forme de confiance en fait, quoi qu'il arrive, dans 10, 15, 20 ans, la bourse sera toujours existante. il y aura toujours, tu vois. Où j'ai reçu Asher aussi, tu sais, qui est l'un des plus gros influenceurs, on va dire, autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, tu vois. Et lui dit, moi, je me sens hyper détendu pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, mon argent n'est plus dans le système classique, en fait. Il est dans la blockchain, aujourd'hui. Okay. T'écouteras cet épisode, tu me diras ce que t'en penses. Mais et toi, pour le coup, t'es confiant dans ce système-là et de te dire, ok, dans 15-20 ans, surtout, tu vois, vu les 4-5 dernières années là qui se sont passées de façon un peu bizarre, tu vois, entre la pandémie, la guerre en Ukraine, etc.
Moi, je suis confiant, étant donné que mes investissements, comme je disais au début de l'entrevue, mes investissements, ils sont dans l'économie du monde. Ouais. Alors oui, l'économie du monde peut s'effondrer et ne plus jamais se relever. Mais si c'est le cas, j'aurai d'autres problèmes. Oui, c'est sûr. Si c'est le cas, j'aurai d'autres problèmes. Après, au final, c'est une question, c'est l'argent que je gagne aujourd'hui. Est-ce que je le dépense aujourd'hui ou est-ce que je l'épargne pour plus tard? Et le plus tard, il est toujours incertain. Et moi, techniquement, j'ai peu de besoins dans la vie. Je suis assez simple dans ce qui me fait plaisir. J'ai vraiment pas des goûts de luxe. Et donc, pour moi, dépenser plus aujourd'hui, je pense pas que ça m'apporterait beaucoup plus de bonheur, de plaisir, de quiétude. Ok. Donc, au final, l'argent en plus que je gagne, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'épargne de la manière la plus intelligente selon moi. C'est-à-dire, je l'investis. Et oui, ça va baisser. Il y a des crashs tout le temps. Mais comme je disais tout à l'heure, quand ça crache, c'est une opportunité. C'est les soldes. Littéralement, c'est les soldes. Tu achètes plus quand c'est les soldes. C'est ça. La dernière question que je voulais te poser, c'est quand tu parles de prendre ta retraite. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi? C'est une bonne question. Pour moi, aujourd'hui, ça veut pas encore dire grand-chose parce que c'est pas pour tout de suite. C'est pour dans à peu près 15 ans. Je pense que d'ici 15 ans, plus moins 5 années, disons, j'aurai épargné assez d'argent pour vivre un style de vie qui me convient à moi et à ma copine aussi. Elle travaille aussi, mais il faut prendre ça en compte. Bien sûr. Elle investit elle aussi. Elle est dans le même système que toi, Elle est pas dans le même système que moi. Elle a pas l'ambition d'être indépendante financièrement plutôt qu'à l'âge classique. Mais elle épargne aussi, par exemple, elle aussi, elle a vendu des actions pour sa mise de fonds sur notre appartement et elle va continuer à épargner parce que elle aussi, elle doit épargner pour sa retraite au final. Elle a pas le choix. Mais pour moi, la retraite, c'est juste, je pourrais faire ce que je veux. L'argent n'est plus une question. L'argent n'est plus un besoin. Donc, si demain je veux être jardinier, homme au foyer, podcasteur, peu importe. Okay. Peu importe, si je veux ne rien faire, j'ai cette possibilité-là. Alors, c'est difficile de dire, je sais pas, si moi je te demande dans 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire? J'imagine que tu ne sais pas. Peut-être que tu as des plans. Mais moi, si on me dit dans 15 ans, tu veux faire quoi? Et ça fait très peur à ma copine. Elle me dit, mais moi, je veux pas d'un gars à la retraite à 40 ans. Tu vas rien foutre. Je dis, je pense pas que je vais rien foutre. Je suis quand même un gars motivé, j'ai des projets. C'est juste que je peux pas te dire aujourd'hui quels seront mes projets dans 15 ans. Mais disons, dans 15 ans, si on fonde une famille, c'est pas certain, mais je pourrais être père de famille, homme au foyer, je pense on dit. Si je veux me reconvertir dans n'importe quel type de carrière, je pourrais le faire. Si je veux être artiste, je peux être artiste. Au final, je peux faire ce que je veux. Mais c'est sûr qu'on a souvent l'image de la retraite, c'est pour finir par ne plus rien faire, alors qu'en fait, globalement, c'est juste que tu as du temps pour toi, pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire et que t'es pas dans une obligation de produire ou d'aller au travail. C'est ça. Et peut-être qu'on a ce cliché-là, parce qu'on, moi personnellement, je côtoie pas vraiment de retraités, mais peut-être qu'on a ce cliché-là aussi parce que quand t'as 65 ans, 70 ans, 80 ans, tu ne peux plus faire grand-chose potentiellement si t'es pas dans l'état de faire des choses. Et moi, il y a beaucoup de gens, c'est la rat race, la course des rats, c'est tu cours toute ta vie à travailler pour enfin pouvoir te reposer à 65 ans, mais à 65 ans, t'es crevé, t'es cassé. Alors, bon, c'est pas mon cas, moi je prends soin de moi, mais moi je me dis, si je peux prendre ma retraite plus tôt, autant le faire. La rat race, si je me trompe pas, c'est l'auteur de Père riche, Père pauvre, non? C'est ça qui a développé un peu ce concept qui est un peu, en gros, t'es dans une roue et tu je pense que tu cours pour en fait gagner ton salaire et faire en sorte de dépenser quasiment l'intégralité de ce que tu gagnes et de pas épargner et de financer ton rythme de vie. Je pense que c'est surtout le fait de pas vivre. Je pense, à Paris on dirait métro boulot dodo. Ouais, je comprends. C'est métro boulot dodo lundi vendredi, t'es crevé le week-end et voilà. J'ai une dernière question que je voudrais te poser, que je pose cette saison à tous mes invités. Okay. Ça vient du bouquin Trouver sa raison d'être de William Régeau, et qui pose 30 questions, un mois pour trouver sa place dans le monde. Et en fait, le jour 22, la question 22 donc,
est posée à propos de l'argent. Et pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable selon moi, mais tellement satisfaisante? Et pourquoi? Oh, c'est marrant ça. Ah non, parce que je dépense rien, moi. J'achète rien de déraisonnable. Qu'est-ce que... Ah, il est dur. Une fois, je me suis fait plaisir. Ouais. J'étais bourré. On avait une fête de Noël au travail en visioconférence. J'étais bourré. Je me suis dit, je me suis rien acheté depuis longtemps. Je me suis acheté une montre en solde à $45. C'est pas déraisonnable acheter une montre à $45. Et tu lui dis, oulala, je suis foufou, je vais m'acheter. Ah, j'étais content. Je me suis acheté une montre, quoi. Mais pourquoi tu précises que t'étais bourré? Parce que t'avais besoin d'être bourré pour t'acheter une montre à $45 dans ta tête? Non, c'est juste que je me souviens de cette soirée-là. C'était une soirée de Noël pendant la pandémie. Donc on était tous chez nous et ils nous avaient envoyé une boîte avec en gros ton dîner et une bouteille de vin. Et donc j'étais bourré et à un moment je me dis c'est la fin de l'année, j'ai travaillé dur, je m'achète une montre. Mais ce que je pourrais dire, c'est déraisonnable d'épargner, d'acheter des actions comme je l'achète. Je pense que la plupart des gens diraient t'es déraisonnable, tu t'épargnes trop, t'as pas besoin d'épargner trop. Mais ça me procure un plaisir intense. Donc c'est ça, oui. Moi, ça me procure une liberté intense et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Julien. C'était trop top. Ça fait plaisir. Merci. Mais je mettrai des liens si jamais tu veux m'envoyer, tu veux m'envoyer des liens pour les gens qui veulent en savoir plus sur Fire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer où sont les liens? J'ai jamais trouvé les liens. Tu le dis toujours. Alors, c'est trop marrant. Tu me montreras. Tu écoutes. Non, mais on va le dire pour tout le monde. Ouais. T'écoutes sur quelle plateforme? Alors, on va regarder sur mon téléphone. J'ai un iPhone et j'écoute sur l'application Podcast. Ok. Donc sur Apple Podcast, il suffit juste de swiper vers le haut. Et là, il y a tous les liens. Donc, il y a ce qu'ils appellent les notes. En fait, les notes sur l'épisode. Ok, j'avais vu ces notes, mais je cherchais des liens. Et en fait, fois, mais je les trouvais pas là-dedans. Mais peut-être j'ai mal cherché. Peut-être alors parfois que je dis que je vais mettre les liens et qu'en fait, je mets pas les liens, mais ça c'est autre chose. C'est plutôt parce que je suis un peu un branle-couille. Mais généralement, je le fais. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était top. Bonne journée. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.